Allez, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Effectivement, nous sommes ensemble pour 1 heure environ, enfin, 1 heure d'échange, en tout cas, autour de cette jolie thématique consommation raisonnée ou décomplexée. Comment accompagner le consommateur? Et j'avoue que je suis très, très bien entourée aujourd'hui pour cette réunion, cette table ronde, puisque je suis accompagnée d'Hervé, de chez Auchan, Hervé Bridou, de Marie-Cécile, hein, de Cofidis Group, Ah oui, d'accord. d'Estelle de Kiabi et de Thomas de The Links. Mais tout de suite, je les laisse plutôt se présenter. Commençons par Estelle. Donc, c'est moi qui ouvre le bal. Donc, Estelle Urbain, donc, je suis chez Kiabi depuis très longtemps, plus de presque 28 ans. Donc, cette entreprise qui me tient à cœur. Donc, je suis directrice de tout ce qui est nouveau business model et services. Et donc, mon parcours rapidement, j'ai fait 10 ans au niveau des services collection, 10 ans à Moi, je l'international. me vois bien. Puis, désormais, 2019, Ah j'accompagne ouais, un ouais, qui a pour vocation à euh, identifier les signaux faibles je de travaille consommation des encore. clients, les transformer en business ID si c'est pertinent pour Kiabi et la marque, et ensuite monter un business model, le tester, itérer jusqu'à ce que ce soit validé pour le transmettre à nos BU qui ensuite l'intègrent dans leur politique de développement. Et donc Kiabi, c'est toujours plus pour la famille, pour vous donner un peu quelques repères sur Kiabi. On est donc une entreprise qui a plus de 45 ans. On a créé il y a 45 ans toute la famille sous le même toit. C'est ce que nous sommes toujours. Cette mode à petit prix, cet ADN des familles est toujours très présente chez nous. Bonjour, Et aujourd'hui, excusez-moi, l'entreprise est-ce que vous réalise m'entendez? 2,2 milliards de chiffre d'affaires dans 28 pays avec plus de 23 millions de clients et 10 000 collaborateurs dans le monde au service de ces 23 000 clients. Voilà un petit peu pour vous donner des repères sur Kiabi. Très bien, merci. Donc, je vais passer la parole à Hervé. Bonjour à tous. Donc, Hervé Brudou, moi je suis en charge des insights consommateurs pour le groupe Auchan. Je travaille essentiellement pour la direction marketing des pays et pour la direction de produits, donc les marques propres, hein. Et ça fait une dizaine d'années que je suis chez Auchan. Du coup, si tu peux passer à la slide suivante, juste quelques chiffres, pareil, sur Auchan. Auchan, évidemment, on est présent en France, mais on est présent dans 12 pays sur toute l'Europe, de l'Est essentiellement et l'Europe du Sud. On a plus ou moins 2500 magasins dans l'ensemble de nos pays. Et on a un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros au niveau international. Un peu plus de 1 milliard de clients chaque année qui passent par nos magasins et plus de 150 000 collaborateurs. Marie-Cécile. Oui, à bonjour toi. à tous. Je me rends compte en écoutant mes collègues qu'on a beaucoup de choses en commun. Donc, Marie-Cécile Hildebrun, je suis responsable expérience et relations clients chez Cofidis Group. J'ai, comme Estelle, un parcours un peu maintenant long chez Cofidis. D'abord en filiale chez J'écoute pas Cofidis mal, moi, France tu et sais, pour les depuis insights 2 ans tendances. chez Cofidis Group. Bon, Et je t'as pas m'occupe compris. de l'expérience client et de la relation client pour l'ensemble des filiales. Cofidis Group, vous connaissez peut-être pas toutes les marques, mais en fait, on en a 3 plus une avec le groupe. Donc Cofidis, que vous connaissez sûrement, Monabank, la banque en ligne, les gens avant l'argent, et puis Creatis, qui est vraiment spécialisé dans le rachat de crédit, et Synergie, qui est la holding dans laquelle je suis. Et puis Cofidis, donc ça aussi, on le sait peut-être un peu moins. C'est 9 pays en Europe. On a plutôt tendance à penser que c'est franco-français, mais on a aussi, et aussi plutôt sur le sud et sur l'Europe centrale, des filiales avec lesquelles je travaille au quotidien sur les sujets d'expérience client et de relations clients. Un peu moins de 6 000 collaborateurs, et puis vous voyez l'encours brut 2023. Thomas. Et donc bonjour, je suis Thomas Bosque, Hervé. je suis planeur stratégique à Hervé. l'agence qui s'appelle The Links. The Links, c'est le frère de Moai, hein. Finalement, on appartient au même groupe qu'est le groupe The Links. Et nous, on est la branche pour le coup, agence de communication, une agence 360, basée également à Nantes, à Paris, environ une quarantaine de personnes. Donc des créatifs, des chefs de projet, des experts UX, contenu, médias, planning stratégique, donc me concernant, et qui partagent une même ambition qui est de connecter les marques à l'époque. Donc, l'idée étant que on puisse accompagner nos clients à venir se connecter à l'actualité, à des enjeux de société, et bien sûr aux consommateurs. C'est bien sûr notre point de départ pour nous et tout particulièrement pour moi, de venir écouter le consommateur, venir comprendre les enjeux, venir comprendre les inspirations. Et donc, vous imaginez bien pour ça tout l'intérêt d'avoir justement juste à côté de nous Moai et
tout particulièrement les travaux qui nous intéressent aujourd'hui, l'explorateur. Merci. Et donc, effectivement, je vais terminer avec un rapide mot sur Moaï. Donc, pour ma part, je suis Pascale Bourlot, je suis directrice développement chez Moaï depuis une vingtaine d'années dans les instituts d'études. Et donc, Moaï, nous sommes un institut d'études pluridisciplinaire, à la fois qualitatif et quantitatif. Et justement, à ce titre, on avait engagé en fin 2019 une phase qualitative sur les tendances de consommation des Français, qu'on avait prolongé début 2020 sur un quantitatif de 1000 personnes interrogées, un échantillon national représentatif. Et puis, on l'a publié justement un peu avant la pandémie. On s'est dit, finalement, ça va nous faire un très joli baromètre et on va continuer à l'exploiter, cet explorateur des tendances de consommation des Français. Vous allez voir, je vais prendre quelques chiffres aujourd'hui pour illustrer, mais surtout, je vous invite à le télécharger. C'est gratuit pour télécharger l'ensemble des résultats via notre site ou le QR code que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Donc, je passerai assez vite sur les chiffres pour vous laisser la place et du temps de parole. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler il y aura plein de mots qui vont revenir, comme le mot contrainte, plaisir. Il va aussi y avoir de l'émotionnel dans la consommation, de la recherche d'authenticité, de la durabilité. Les consommateurs ont envie effectivement d'une consommation plus durable, plus responsable aussi, et de l'accompagnement des marques et des enseignes pour les aider justement dans l'ensemble de leur consommation. Le premier mot que j'ai dit, c'était le mot contrainte. Alors, c'est vrai que c'est un peu cette ambiance de permacrise. Hein. On est dans tout côté inflationniste, dérèglement climatique. On a aussi tous les conflits armés qui vont créer une petite chape de plomb sur le consommateur aujourd'hui. Et il va avoir du mal d'ailleurs à se projeter. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Et si on revient sur l'inflation, il y a même des chiffres importants qui montrent que le porte-monnaie, le budget est extrêmement au cœur des préoccupations des Français aujourd'hui. Ils vont être en train de comparer les prix, de chercher les meilleures offres. Et cette préoccupation du pouvoir d'achat est préoccupante. Même si l'inflation, et je crois que Marie-Cécile, vous avez aussi un baromètre qui montre que les Français ne voient pas que cette inflation recule, ils sont quand même pris un petit peu là-dedans. Et donc, ils vont même avoir des comportements de renoncement. 65% renoncer à des voyages, à des loisirs, 35% à des soins médicaux. Et dans l'alimentaire, 45% nous disent il m'arrive souvent de ne pas manger comme je voudrais, car l'alimentation est devenue trop chère. Alors, chez Auchan, Hervé, tu vas pouvoir nous en parler. C'est un combat que vous menez pour quand même accompagner le consommateur à pouvoir mettre ce qu'il a envie dans son assiette. Tout à fait. Et même nous, on observe aussi nos consommateurs qui nous disent qu'ils se privent de repas, un des 3 repas quotidiens pour des raisons budgétaires. Donc évidemment, dans les communications d'Auchan et du marché, vous voyez bien qu'il y a vraiment une guerre autour des prix pour favoriser le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que jusqu'à avant la crise, les consommateurs se reportaient vers les marques propres cœur de marché, hein, donc notre marque Oiseau Rouge par exemple. Et en fait, depuis la crise, on voit l'inflation, on voit qu'ils se reportent sur les marques entrée de gamme, donc vraiment sur notre marque Pouce chez Auchan. Et on voit des progressions de volume qui sont exceptionnelles, hein, plus 10% entre 2021 et 2022 sur des marques premier prix, ça c'était jamais arrivé, et plus 18% entre 2022 et 2023. Donc on voit vraiment un regain d'attractivité de ces marques propres premier prix pour des raisons de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Tout à fait. Alors, ce qu'on voit quand même cette année dans nos explorateurs et dans d'autres études qui sont d'ailleurs aussi publiées, c'est qu'il y a effectivement cette problématique du budget, mais il y a quand même très clairement cette envie de se faire plaisir. Hein. On voit qu'il y a ce besoin de produits de compensation pour aller chercher un petit peu de plaisir aussi dans le quotidien. Alors, Action, c'est la marque préférée des Français cette année encore. C'est vrai qu'on y va aussi pour flâner et pour acheter des petites choses, pour se faire plaisir. On est donc ici sur 37% qui disent si j'aime quelque chose, allez, finalement, je suis capable de l'acheter sans regarder le prix.
Et cette envie de se faire plaisir, Marie-Cécile, on le voit aussi chez vous, chez Cofidis Group. Oui, nous, on a clairement des clients qui oscillent entre ces deux choses, hein. C'est aussi tout ce qui fait la complexité de l'expérience client et de la relation client. Nos clients arrivent soit par un canal B2B, donc ils ont en fait le souhait d'acheter, je prends souvent cet exemple, mais bon, 4 pneus chez Feu Vert et ils vont le payer en plusieurs fois. Ça, c'est notre canal B2B. Et puis en direct, B2C, vous avez besoin d'un crédit. Ça, c'est les deux canaux pour Cofidis. Et en fait, on a ce qu'on appelle chez nous vraiment le crédit subi. Donc ça, c'est la facture d'électricité qui explose et on a besoin, on n'a pas la trésorerie pour la payer, on a besoin d'aller chercher un crédit pour ça. Et on a aussi du crédit plaisir. On a envie de faire des travaux dans une maison ou aussi un voyage. Je vais souvent sur le terrain pour écouter les clients. Les clients nous disent ça aussi. Je veux pas débloquer mon épargne, j'en profite pour faire un crédit. Et on a fait une étude cette année auprès d'à peu près 2000 Français. Et vous voyez donc sur le slide les raisons pour lesquelles les clients viennent faire un crédit. Donc vous avez l'achat d'un véhicule, les travaux aussi de rénovation, mais aussi les dépenses imprévues et les dépenses courantes. Donc on est toujours un peu entre cette oscillation entre les deux, entre le plaisir et la contrainte. Et au-delà de se faire plaisir, d'ailleurs, par sa consommation, Estelle, chez Kiabi, vous allez encore plus loin, parce qu'il y a le plaisir d'achat et vous introduisez aussi dans votre offre de l'émotionnel, mais bah, je ne vais rien dévoiler. Racontez-nous. Et en effet, c'est vrai que chez Kiabi, le pouvoir d'achat est quelque chose sur lequel on est très attentif, mais on a lancé un service dernièrement qui c'est atelier.com. Donc atelier.com, c'est une notion de personnalisation du produit par de la broderie, du print et du patch. Initialement, ce projet avait une approche plutôt RSE, c'est-à-dire qu'on était dans l'esprit de prolonger la vie du produit avec la réparation par un patch ou broderie, lui redonner une envie de le porter parce qu'on lui donnait un petit coup de personnalisation et d'upcycling. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, le vrai moteur des clients dans ce projet-là, c'était plutôt de rendre ce produit unique, d'y mettre un petit peu d'eux-mêmes, hein, et de faire quelque chose qui transmet de l'émotion au travers de ce produit-là. Et en fait, on accompagne au travers de ce service-là des moments très particuliers. C'est le cadeau de naissance, c'est la fête des pères, la fête des mères, c'est le moment collectif de moments de vie, l'enterrement de vie de jeune fille, la cousinade, le mariage. Donc des moments où il y a une notion de je transmets quelque chose de moi-même, j'apporte un petit peu de plus ou pour moi-même ou pour la personne à laquelle j'offre ce produit. Et en fait, nous, bon, c'est la mode à petit prix, nos services sont aussi à petit prix. Et donc, du coup, pour certains produits, on va même jusqu'à doubler le prix du produit. C'est-à-dire que le prix du service, est, certes, est très accessible, mais rajoute quand même une dépense qui peut être significative pour le client. Et pour autant, c'est vraiment un service qui a rencontré son public. Et quand vous voyez ce qu'on print ou ce qu'on brode, il y a vraiment de l'émotion, en fait. C'est vraiment, il y a la symétrie des attentions. Les équipes sont super fières de faire ça parce qu'il y a vraiment ce côté très émotionnel dans le produit. C'est bien, ça renvoie aux équipes aussi, Tout la à fait. Le partie plaisir émotion présent, du client. tout à fait. Alors Thomas, avec un œil un peu transversal, justement, contrainte versus plaisir. Ouais, je trouve justement que les exemples qu'on vient voir à travers vos témoignages, on voit en effet ces barres de tension qui sont, on a pu le dire en introduction, Pascal, à la fois une tension, voire même un certain paradoxe des consommateurs. D'un côté, de vouloir se faire plaisir, de l'autre, d'avoir des tensions économiques qui soient plus fortes. Quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, hein, en réalité. En fait, on est tous à faire des arbitrages sur notre pouvoir d'achat, avec toutes les nuances que ça comprend, et que l'explorateur, d'ailleurs, explique très bien à travers les différents personnages. C'est à la fois quelque chose qui peut sembler pas si nouveau que ça, et en même temps, on voit bien que cette tension est d'autant plus forte aujourd'hui. Et cette même tension, ce même paradoxe ou complémentarité, parce qu'il y a aussi sans doute une recherche d'équilibre autour de ça de la part des consommateurs, on la retrouve bien souvent, en tout cas c'est dans les échanges que je peux avoir avec mes clients, c'est sans doute également ce que je peux retrouver d'une certaine manière, cette volonté eh bien, à la fois d'avoir forcément des contraintes économiques et de l'autre de se transformer, et la difficulté de trouver ce difficile équilibre entre assumer ces contraintes du quotidien et finalement bah, aussi entrer en empathie avec un quotidien qui peut être compliqué. Et de l'autre côté, ben, un besoin de plaisir, alors qu'on pourrait même élargir, en effet, je pense que la notion d'émotion pour ça est sans doute la bonne, vers quelque chose qui peut être pour les marques à la fois d'assumer un quotidien, de venir quand même l'envelopper, de venir aussi protéger les choses qui sont importantes pour les Français, de venir aussi le sublimer, ramener à la fois le meilleur sur des moments forts, hein, c'est ce que tu évoquais Estelle, aussi sur des moments plus simples, justement d'être en capacité de pouvoir l'égayer
En fait, c'est presque une forme d'engagement, ou en tout cas, c'est un service rendu supplémentaire d'être en capacité de faire ça à travers des offres, à travers des prises de parole. Et puis, de l'autre côté, celui d'évasion. Alors, d'évasion, le mieux pour l'évasion est en effet les voyages. Tant mieux d'ailleurs s'il y a des solutions pour les financer. C'est en partie d'ailleurs ce sur quoi on a eu la chance de pouvoir travailler à l'agence récemment. Mais cette évasion, elle peut aussi être faite de manière plus abstraite, de manière plus imaginaire. C'est aussi le fait de pouvoir proposer un imaginaire qui va permettre cette forme d'évasion. Et c'est sans doute pas ici le fait de rejeter un quotidien où il peut y avoir une forme de paradoxe entre le fait d'assumer une forme de quotidien et de l'autre de projeter dans un imaginaire. C'est important de se rappeler qu'on a tous besoin de ça, que l'homme s'est construit avec aussi ce besoin d'imaginaire positif. Et là aussi, c'est en fait un besoin, un engagement dont témoignent les consommateurs et où les marques sont attendues. Je vais rebondir sur engagement, je vais rebondir sur l'exemple aussi d'Estelle, où effectivement, on voit que le consommateur, il a envie de prendre part à sa consommation. Il a vraiment de plus en plus envie d'être acteur de sa consommation. On a un chiffre qui nous montre qu'il suit de moins en moins les avis conso, les avis Google depuis 2 ans. Donc, il reprend le lead, il cherche aussi à consommer selon ses propres envies, ses propres valeurs. Hein. Et il en recherche un peu plus d'authenticité. Et ça, je vais redonner la parole à Estelle parce qu'elle a 2 offres, Kiabi Community et Kiabi Link, qui en sont l'exemple. Donc, en effet, depuis toujours, chez Kiabi, il y a un très, très fort engagement de nos clients. C'est sans doute dû au fait qu'on accompagne des générations complètes. On s'habille enfant, on continue, on grandit, on a une petite rupture, on revient quand on est maman et jusqu'à grands-parents. Donc, il y a vrai attachement à la marque. Et on a voulu aller dans un accompagnement différent, et je dirais même complémentaire, qui est que toute interaction avec la marque peut se faire dans un autre registre que le registre transactionnel. C'est évidemment important, mais on a voulu aller dans ce côté relationnel que peut créer une communauté. Donc, on a créé depuis 2 ans la Kiabi Community avec 2 cibles majeures que sont les femmes grande taille et les jeunes parents, les jeunes mamans, donc c'est beaucoup de femmes qui sont sur ces communautés. Et l'idée, c'est d'avoir un autre registre d'interaction qui n'est pas directement transactionnel et qui est plutôt dans la proximité, la connivence, l'échange. Et l'échange se fait à la fois entre la marque et ses membres communautaires, mais également, beaucoup évidemment, entre elles. Et donc, on a une impulsion. Enfin, on génère, évidemment, il y a des chats, mais on génère des tests produits, on génère de la co-création. Certains membres très actifs viennent nous aider à construire les collections. On génère des tests flash sur des prints, des couleurs, des formes. Donc, il y a beaucoup d'interactions autour de nos produits. Et petit à petit, ça s'est fait et ça s'est élargi autour de tout ce qui est leur vie au quotidien. Elles s'échangent entre elles et elles génèrent au travers d'un espace de confiance puisqu'il est modéré, mais il n'est pas piloté, en fait. Et elles interagissent entre elles. On a une autre relation à la marque et on a une autre relation aux produits qui sont proposés. Il y a beaucoup d'UGC, donc User Generated Content par les clients qui sont des photos dans la cabine et elles proposent à la communauté aidez-moi à choisir qu'est-ce que vous pensez. Donc, il y a vraiment, elles le font au-delà de leurs copines, elles le font vraiment sur la communauté. Et donc, nous, ça nous crée en effet à la fois un vivier de gens très, très engagés. Et puis, clairement, les personnes qui sont sur cette communauté, elles ont un rapport à la marque où elles dépensent un peu plus de leur budget chez Kiabi en zappant à la concurrence. Donc, c'est gagnant-gagnant. Elles sont vraiment dans un espace protégé. Et j'ai encore reçu la semaine dernière d'un site dont je ne citerai pas le nom, une demande de déposer un avis pour un produit que j'avais acheté 5 € et on m'offrait un bon d'achat de 10. Je mettais 5 étoiles. Ça m'a sidéré et ça m'a rapporté à la communauté. Je me suis dit, on est vraiment dans le juste en fait, parce que là, on est dans l'authentique et il n'y a pas de biais. On le modère, mais on le pilote pas. Et pour aller encore plus loin, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des jeunes mamans, notamment, qui étaient très, très, très engagées sur cette communauté. Et quand on a travaillé avec nos équipes marketing sur la partie influence, on s'est dit, mais en fait, on a des influenceuses en herbe dans cette communauté. Et il y a un segment de l'influence qui est très, très peu utilisé, qui est la nano-influence, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas influenceuses, mais qui sont très digitales et qui ont une audience de 5 à 20, 30 000 maximum followers sur les différents réseaux sur lesquels
elles sont présentes. Et on les a contactées, on leur a dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de devenir ambassadrice de la marque? Mais quand on dit ambassadrice de la marque, c'est vous postez beaucoup. Et comme on est toujours, nous, dans le repère entre accompagner le pouvoir d'achat de nos clients et la connivence et la proximité sur ce réseau qui est Billink, on leur a dit, ben, nous, on ne vous pilote pas. On vous donne juste quelques outils pour pouvoir tracer les produits que vous mettez. Puis si vous générez des ventes, on vous les rémunère. Donc c'est une forme d'affiliation, mais qui est complètement libre. Ce sont des femmes qui sont vraiment pas professionnelles. Il y en a qui postent 1 fois par semaine, il y en a qui postent 3 fois par jour. Et on a fait un petit programme exclusif en test. On est clairement en test. Et en fait, les audiences de ces nano-influenceuses, elles sont en toute proximité. Elles connaissent leur audience quasiment par leur prénom, en fait. C'est quelque chose qui est très proche. Et quand elle dit, ben, ce produit, je l'ai essayé, j'y suis bien dedans parce que c'est du look, mais c'est aussi du confort. Et ben, honnêtement, il y a un suivi, un taux de transfo derrière qu'on n'imaginait pas. Donc, on est vraiment au début de cette aventure-là et ça a été un peu une opportunité, comme ça, une idée qui est surgie parce qu'on avait vraiment des contacts en privilégié avec un petit groupe et c'est devenu quelque chose qu'on voudrait faire grandir parce qu'on y croit beaucoup et que ça alimente vraiment. On ne pilote pas, on n'a aucune influence. Il n'y a jamais un produit, on dit ça serait bien que vous parliez de ce produit, ça n'existe pas. C'est juste de la modération et c'est de la spontanéité. C'est vraiment quelque chose moi, je suis très, très surprise des résultats qu'on a eus, qui sont très prometteurs. À suivre, donc. Alors, dans l'explorateur, c'est ce qu'on appelle le conso-acteur. Il est acteur, effectivement, dans sa consommation, mais on a aussi le conso-toyen, le citoyen qui a envie de consommer d'une manière plus durable. Vous le retrouverez dans l'explorateur. Ça veut dire qu'il va prolonger la durée de vie de ses produits en faisant de la réparation. Et puis, bien entendu, l'incontournable économie circulaire. On est aujourd'hui sur 86% de la population qui pratique l'économie circulaire. 54% achètent, 63% revendent, selon nos chiffres. Donc, c'est forcément, vous n'y échappez pas, aucun des trois. Et peut-être, Marie-Cécile, justement, chez vous aussi. Oui. Chez vous aussi, c'est peut-être là que c'est prenant. Alors, surtout sur la partie évidemment B2B, puisque B2B, on va aller travailler avec un certain nombre de partenaires. Ça paraît évident que ce sujet de l'économie circulaire sorte, parce qu'on va aller chercher aussi des partenaires qui vont être dans cette logique-là. On a un partenariat assez emblématique avec Boulanger, avec qui on a construit une garantie affinitaire. L'idée, c'est d'avoir une assurance, en fait, pour garantir à vie vos produits. Et donc, c'est Cofidis qui est derrière l'assurance. Et on est vraiment dans une logique de réparer plutôt que d'acheter une fois que quelque chose est cassé ou évidemment, si c'est complètement HS, on change. Mais l'idée, c'est vraiment d'être sur de la réparation. Donc ça, c'est un peu nouveau chez nous et c'est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien et qui est complètement dans ce sujet d'économie circulaire. Et un autre partenaire, alors là c'est un peu différent parce que c'est pas complètement un partenariat, on a racheté en fait cette entreprise qui s'appelle Carisi, c'est Cofidis France qui a racheté cette entreprise qui est sur du véhicule d'occasion. Donc là c'est un peu différent parce qu'on va pas avoir une relation commerciale avec eux, ils font partie du groupe maintenant. Et même logique, l'idée c'est d'aller chercher justement de proposer à nos clients du véhicule d'occasion sur une plateforme en ligne et de pouvoir les accompagner aussi dans un achat de véhicule, souvent quand même moins cher, et de l'occasion qui est évidemment vérifié, contrôlé, etc. Pour info, vous avez dans la salle la personne qui s'occupe de l'économie circulaire pour Cofidis France, donc François. Si vous avez des questions, vous pourrez l'interroger après. Alors, chez Kiabi, vous avez aussi sur différentes dimensions d'engagement dans votre petit magasin. C'est de l'économie circulaire, mais pas que, il y a aussi un engagement sociétal. Oui, on a beaucoup pris la parole sur la partie seconde main depuis 4 ans, puisque c'est quand même quelque chose sur lequel on est très présent et on vient de racheter Bibs au mois de mai dernier, qui est donc un site C2C dédié à l'enfant autour de la seconde main. Donc, notre écosystème autour de la seconde main continue de se densifier. C'est un vrai, vrai enjeu. Mais depuis 2 ans, on a aussi mis en place en interne une notion d'accompagnement de notre performance par des indicateurs de ESG. Et donc, au travers de ces indicateurs, on a des cibles à atteindre et puis on s'objective. Et il y a le côté E, donc environnement, mais il y a aussi le côté S qui est important. Et j'aime beaucoup ce projet de petit magasin qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Le petit magasin, c'est quoi? C'est répondre à notre promesse qu'on a créée depuis 45 ans, qui est de rendre la mode accessible à tous et au plus grand nombre. Et donc, ces petits magasins, en fait, c'est tout un écosystème de partenaires qui se met en place. On vient de le formaliser avec un partenariat avec Vitamine T. Ce sont des territorialités locales
qui mettent à disposition des locaux dans lesquels on crée un magasin. Ce magasin, nous, on y apporte la partie vêtements, donc ce sont nos invendus qui sont mis à disposition de ces magasins. Il y a d'autres partenaires qui apportent des denrées alimentaires, des jouets, quoi, des éléments autres qui peuvent créer un environnement de commerce. Et donc, les territorialités locales nous envoient un public en fragilité économique qui peut venir acheter, par exemple, sur les vêtements, c'est entre 10 et 30% du prix usuel sur lequel ils peuvent accéder à ces produits. Et en parallèle de ça, les personnes qui sont des vendeurs dans ce magasin sont déjà en insertion. Donc, on a des organismes d'insertion qui nous envoient des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en chômage de longue durée, quoi, des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Et nos équipes magasins les forment au métier de la vente. Donc, c'est vraiment un partage de savoir-faire. Et donc, on est vraiment dans une notion où il y a un tout qui s'organise. Le but, c'est que ces personnes en insertion, et c'est déjà le cas, basculent en partie en CDD dans nos équipes et derrière en CDI, si vraiment tout se passe comme il le faut. Donc, c'est un vrai projet qui mixe l'économie circulaire, puisqu'on met à disposition des vêtements dont on prolonge la vie, la solidarité, l'inclusion. Donc, c'est vraiment un projet sur lequel toute l'entreprise est assez fière. Aujourd'hui, il y a on est à 25 magasins, on en a ouvert un hier, donc on doit être à 26. Et on est sur un trend d'à peu près d'une dizaine par an. Donc voilà, c'est un vrai beau projet global, ESG, vraiment dans tous les termes des trois lettres de ESG. Oui, alors, totalement. Il y a vraiment de l'engagement. Et c'est vrai que les consommateurs, ils attendent effectivement, ils s'intéressent aux engagements des marques, des enseignes. Et dans l'explorateur, il y a toute une partie, effectivement, sur laquelle on les interroge sur ces engagements, notamment une question où on leur demandait c'est quoi une marque qui s'engage. On leur avait proposé 15 dimensions. Il y a plein de solutions, en fait, pour s'engager. Il n'y en a pas une. Il y en a plusieurs qui ressortent en moyenne. Ils en choisissent, ils en tiquent 6,5 parmi les 15. Les chiffres ici. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment plein d'opportunités ici de montrer qu'on est engagé, qu'on est à leur côté aussi dans une consommation plus raisonnable. Toujours avoir quand même un message assez clair, effectivement, qu'ils comprennent. Et ça, je crois que chez Cofidis, vous avez effectivement compris que vous pouvez les accompagner et avec un message clair pour qu'ils identifient effectivement votre engagement à leur côté. Alors, on attache beaucoup d'importance à s'engager sur notre cœur de métier. Je le dis souvent un peu par provocation, mais les clients n'attendent pas qu'on recycle nos déchets, même si c'est très important qu'on le fasse et on le fait sur le campus. Les clients, ils nous attendent sur de l'accompagnement budgétaire et sur vraiment notre cœur de métier. Notre responsabilité, elle est vraiment sur l'accompagnement de nos clients dans le crédit et dans la gestion budgétaire. Donc, j'ai mis quelques exemples. Monabank a mis en place, par exemple, un certain nombre de vidéos. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont accessibles à leurs clients, mais aussi aux non-clients pour les accompagner justement dans l'éducation financière avec des mots qui sont posés et des vidéos très courtes, plutôt sympas d'ailleurs, pour dédramatiser aussi le sujet de la finance. Et elles sont accessibles pour accompagner les clients de Monabank sur ce sujet qui est des fois un peu obscur ou pas toujours clair pour tout le monde. Et puis, ce que je dis aussi souvent, parce qu'on a quand même, et je pense que vous en êtes aussi, sûrement vous avez ça en tête, Cofidis en fait refuse 7 crédits sur 10. On a quand même l'idée que Cofidis offre les crédits à tout le monde. C'est vraiment pas le cas. Sur les clients non connus, on va même des fois jusqu'à 9 sur 10. Alors évidemment, hein, en tant qu'entreprise, je vous dirais, on n'a pas intérêt à prêter à un client qui nous rembourse pas, évidemment, mais on n'a pas intérêt non plus à mettre le client en difficulté, à lui prêter de l'argent si derrière lui, ça désorganise complètement son budget et ça le met en difficulté aussi derrière. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est un préjugé qu'on a assez souvent sur les organismes de crédit. Voilà, on a cette responsabilité aussi d'accorder le crédit aux personnes qui peuvent et qui sont vraiment capables de le rembourser. Et puis, dernier exemple, c'est Crésus. On a évidemment hein, des clients qui ont, par des accidents de la vie, pour plein de raisons, des difficultés à un moment donné. Et on a un partenariat avec Crésus, qui est une association nationale ancrée de manière assez forte alors, sur la France essentiellement,
Et en fait, on va être vraiment en préventif le plus tôt possible. On va détecter des signaux faibles sur les clients qui vont on va sentir une fragilité à un moment donné dans le budget et on va leur proposer de l'accompagnement par Crésus pour les aider à revoir leur budget, à aller chercher des aides éventuellement pour vraiment éviter qu'on aille au surendettement et à ce qu'on connaît comme difficulté. C'est vraiment au plus près du client. Ça fait, ouais. Il y a plein d'autres choses aussi que vous faites. Oui, alors, oui, Parce qu'on a choisi des exemples, mais moi, je suis vraiment attachée à ce cœur de métier parce que je trouve vraiment que notre responsabilité, elle est d'abord là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais elle est d'abord là. Et en effet, on va aussi s'engager sur des sujets environnementaux. Vous avez là la photo du siège de Cofidis Belgique où on a mis des panneaux photovoltaïques sur le toit pour voilà, créer une énergie qui soit intéressante. On fait assez souvent des journées de nettoyage du campus ou autre, et ça c'est plutôt international. Chaque filiale va faire une journée autour de ça. On a des ruches aussi sur le campus qui produisent du miel qu'on propose à nos collaborateurs. Donc bien sûr, on va s'engager aussi au niveau de l'environnement. On a une ambition forte qui est d'ailleurs drivée aussi par le Crédit Mutuel qui est notre actionnaire, de réduire de 30% notre empreinte carbone. Donc on a des actions à faire. C'est assez ambitieux. et toujours pas que. Et pas que. Alors, l'autre sujet, c'est le sujet sociétal. Estelle en parlait. C'est vraiment aussi très important pour nous d'aller travailler avec les territoires, avec des associations. On travaille avec DAFI, qui est une association avec laquelle on est en partenariat pour accompagner nos clients qui sont sourds ou malentendants. Donc, on va avoir la capacité de mettre en relation une personne qui va être en langage des signes et pouvoir du coup monter l'ensemble du dossier de crédit en ligne, en visio évidemment, avec cette personne-là. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir proposer ça à nos clients. Et puis, on a un projet sur lequel on est très fier, qui a été porté par Cofidis Portugal, qui vient de refaire son siège social. Avec le télétravail, je ne vous apprendrai pas qu'on a des zones qui sont inoccupées, en tout cas pas tout le temps occupées. Et en fait, Cofidis Portugal a fait le choix de construire 2 appartements tout en haut de son siège social. Et ces 2 appartements sont mis à disposition de personnes qui sont dans la rue. Donc, en fait, elles vont les accompagner, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas juste l'appartement et débrouillez-vous, mais on va vraiment les accompagner. L'idée, c'est de les remettre sur pied pendant 3 à 6 mois maximum pour aussi laisser la place à d'autres personnes qui en ont besoin et de pouvoir vous parliez tout à l'heure de sécurité, vraiment de leur donner un endroit safe pour qu'elles se remettent en famille, pour qu'elles se remettent d'aplomb financièrement et puissent aussi après retourner dans la vie normale, entre guillemets. Le mot n'est pas très beau, mais vous m'avez compris. On va aller travailler dans les petits magasins. Par exemple, exactement. Voilà, exactement. Alors, avant de laisser un peu le mot de la fin à Thomas, surtout, Hervé, c'était un peu silencieux, mais j'aimerais effectivement que tu nous parles d'une initiative qui va finalement combler l'ensemble des aspirations qu'on a vues depuis le début. On va parler effectivement d'une gamme qui va satisfaire la problématique du prix, du pouvoir d'achat des personnes, du plaisir, hein, et puis d'une consommation plus responsable. Tout ça en une gamme. Tout à Cosmia. fait. En fait, vraiment, Je les appelle, merci. peut-être tu pourras changer. Ouais, je voulais vraiment partager ce projet avec vous parce que vraiment, ça répond un peu à toutes les tensions que nous, on peut voir pour nos consommatrices, en l'occurrence, qui sont à la fois le pouvoir d'achat, prendre du plaisir, mais également l'aspect responsabilité. Et souvent, c'est en opposition, on dit tout ce qui est responsable, c'est plus cher. Et si on veut prendre du plaisir, il faut aussi mettre le prix. Et nous, c'est vraiment le parti pris de cette gamme, ça a été de pouvoir allier les trois. Du coup, en fait, sur la première partie, l'aspect responsabilité, en fait, on a revu complètement toutes les formules de nos produits beauté, de notre marque propre Cosmia, du coup, avec comme principe d'avoir seulement 2 ingrédients, un principe actif et un ingrédient d'origine naturelle. Ce qui fait qu'à la fin, sur nos produits, ils sont à 99% avec des ingrédients d'origine naturelle. Ils sont certifiés bio.
Et en plus, ils sont en formule clean sur l'appli Yuka, ils sont marqués vert. Donc voilà, en l'occurrence, un des points sur la responsabilité, c'est vraiment prendre soin, le respect de la peau, le respect de la personne, la responsabilité de l'entreprise également à travers ce produit. Mais on a également développé un packaging spécial. Donc là, c'est vraiment des recharges. C'est une nouveauté sur les marques propres en cosmétique. C'est vraiment des recharges, le packaging en fait de recharge qui permet de réduire de 80 à 92% le plastique par rapport à un pot si on rachetait un pot complet. Et tout ça, c'est juste l'aspect responsabilité. Euh, on a aussi également beaucoup travaillé sur l'aspect plaisir avec, évidemment, déjà la cosmétique, c'est un produit plaisir pour les consommateurs et les consommatrices. C'est également des ingrédients qu'on a travaillé avec des parfums particuliers, des textures qui ont été beaucoup travaillées, mais également toute une partie autour de la valorisation de la beauté au naturel pour l'ensemble des peaux, des types de peau, pour tous les âges, pour toutes les chevelures également sur la partie capillaire. Et tout ça, ce qui était le plus compliqué, c'est d'associer tout ça avec un prix, justement, l'aspect accessibilité prix. En fait, ça nous permet, quand on passe d'un pot à une recharge, de baisser en moyenne de 30% le prix pour les consommateurs et les consommatrices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est attaché. Donc là, vous avez un exemple, 6,49 le pot et 3,99 la recharge pour compléter son pot une fois qu'on a terminé le premier. Tout ça je trouvais intéressant ce produit, enfin cette gamme, puisque on a 3 gammes sur ce principe, où on a essayé vraiment depuis le début, quand on a refondu la gamme, de travailler sur les 3 bénéfices, moins cher, plus écologique et 100% plaisir. Et on a réussi à travers deux enjeux, la simplification des formules et les recharges cosmétiques qui permet de travailler l'aspect environnemental. Et comme on est particulièrement fiers chez Auchan de ces produits, je vous mets les 3 gammes qui sont sorties sous notre gamme Cosmia. Donc on a la routine raffermissante, la routine éclat et la routine anti-rides. Donc avec une gamme de produits, on n'a pas que les crèmes, on a aussi le sérum. Ça, c'est que pour la peau. Ça, c'est que pour la peau. En plus, il y a l'aspect soin du cheveu également. C'est vraiment sur cette gamme-là qu'on a travaillé l'aspect prix, responsabilité, plaisir. Ouais. Qui correspond finalement aux aspirations des Français et des consommateurs. Exactement. Et en fait, on était vraiment à un moment où on voyait dans toutes les études on se recentrait vraiment sur le prix. Et par rapport à notre vision, on ne voulait pas lâcher cette partie responsabilité. Et donc, on a vraiment essayé de trouver un peu un pas de côté sur comment faire pour allier les deux. C'est très clair. Bah, du coup, Thomas, pour un peu nous parler en termes de communication, alors, l'impression que j'ai, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une communication sur la raison d'être à la raison d'agir un peu? C'est là, en effet, où les marques sont attendues. Voilà ce qu'on a pu voir ces dernières années, voir à quel point la partie raison d'être, alors que raison d'être vraiment précise dans le cadre de la loi Pacte, tout simplement le fait que les marques aient eu envie réellement de prendre la parole davantage sur des éléments de vision, sur des éléments d'engagement, de mission, ce qui allait dans le sens aussi, et l'explorateur d'ailleurs témoignait très bien de 2020 à 2022, de quelque chose qui était ancré dans notre époque, une volonté des consommateurs, en effet, d'aller davantage vers une consommation engagée. Tout est très très bien documenté maintenant avec l'historique qu'on peut avoir justement grâce aux travaux de Moaï et d'autres. On voit bien que là, je trouve que les marques arrivent à un tournant, ou en tout cas sont mises à l'épreuve, là où justement pendant des années, on leur a sans doute reproché finalement de ne pas être tout à fait sincère, d'être assez opportuniste sur le fait de prendre la parole. Je trouve qu'aujourd'hui, elles sont mises à l'épreuve, là, à un moment où on le voit, forcément, les consommateurs, non pas qu'ils repoussent toute volonté d'engagement et de transformation de leur consommation, elles sont quand même rattrapées par le réel et par les contraintes économiques. Les marques sont aujourd'hui, à mon sens, ça y est, mises à l'épreuve. Et finalement, peut-être que c'est cette époque, c'est ce moment aussi de flou qui va pouvoir faire le tri entre les marques qui ont une sincère volonté de transformation et donc celles qui continuent de faire tous les beaux projets que vous avez pu citer, et celles en effet qui prenaient sans doute la parole de manière opportuniste et de manière sans doute non sincère. On vit une époque qui va pouvoir permettre de faire ce tri, celles qui arriveront à rester elles-mêmes, à garder le cap
Et donc, bien sûr, pour certaines qui sont nativement responsables, les choses seront plus simples. Aussi celles qui ont un ancrage très, très fort. Et donc, à ce titre-là, Estelle, ce que tu évoquais sur Kiabi, aussi le fait d'avoir une fondation, d'avoir vraiment une raison d'être, ou en tout cas d'avoir une mission qui soit ancrée sur un temps long, permet ça. Et puis voilà, s'il faut savoir rester fidèle à soi-même, et c'est essentiel justement dans un temps de trouble, dans un temps de changement, il faut que les marques soient un repère, forme de pléonasme, hein, c'est le principe même d'une marque, hein, par définition, mais il faut qu'elle le soit d'autant plus qu'elle puisse permettre une forme de stabilité et justement permettre un point de repère ici pour les consommateurs. Il faut tout de même qu'elles aient une capacité à se transformer, à se réinventer, et c'est finalement un peu tout le challenge aussi de rester fidèle à soi-même tout en continuant de se transformer. Pour ça, on peut prendre l'exemple, donc, par exemple, de ce que fait le Crédit Mutuel Alliance Fédérale que tu évoquais, Marie-Cécile. Cette capacité donc à réinventer en partie son modèle, à anticiper même d'ailleurs dans certains cas des obligations légales pour offrir et faire avancer pour que les marques puissent participer aussi à une transformation plus globale des consommateurs et même plus globalement ici, dans le cas sans doute du Crédit Mutuel, de notre société. Elles sont attendues, elles restent attendues et elles ont donc un rôle à jouer. Il est là, le Crédit Mutuel. C'est dividende sociétal. Bah, c'est très clair et j'ai bien aimé effectivement tous vos exemples qu'on a pu partager ce matin sur ce consommateur qui a aujourd'hui envie de retrouver le plaisir de consommer malgré ces différents contraintes. Et vous êtes en train de décomplexer cette année de consommer et de se faire plaisir. Vous retrouvez bien entendu beaucoup de chiffres dans notre explorateur des tendances de consommation, des personas aussi qui vont vous permettre d'éclairer un peu différents profils de consommateurs. Donc, je vous invite bien entendu à le télécharger via notre site ou le QR code toujours.